Nasongo mpoyo mawa ezali kokamwa na RDC mikolo nyonso kaka kozwa basi na makasi ata mwana ya sanza misato na Bukavu mawa. Les enfants de... C'était à 4 heures du matin. Les Interahamwe ont fait irruption dans notre concession. Ils ont aussitôt égorgé mon mari. J'avais une grossesse de 8 mois. Ils m'ont enlevé et m'ont emmené dans la forêt où ils m'ont violée à plusieurs. Après leur acte, ils se sont demandé quelle était la position du bébé dans mon ventre. Ils ont alors pris leur couteau. J'ai perdu connaissance et ils m'ont abandonné sur place. J'ai perdu ma dignité. Je ne mérite plus de vivre. Plusieurs soldats m'ont attaché les pieds et les jambes pour ensuite me violer l'un après l'autre. Ils ont ensuite forcé mon propre père, sous la menace de leurs armes, à s'accoupler avec moi. Après, ils ont introduit dans mon vagin des morceaux de bois et les canons de leurs fusils. Ils m'ont fait très mal, moralement et physiquement. Un groupe de gens qui sortaient de Bandundu venaient, ils s'est vêtus de blé comme ça et ils sont venus m'attaquer. Bon, ils m'ont pris 48 heures en otage. Ils m'ont enlevé tous les habits, ils m'ont déshabillé et ils m'ont fait tout ce qu'ils avaient voulu. Bon, et ils m'ont violé. 2 hommes m'ont jeté à terre. L'un d'eux m'a arraché mon enfant et l'a jeté par terre. Il pleurait pendant que l'autre me violait. Les Interahamwe ont pénétré chez ma tante. Ils ont tué son mari, m'ont enlevé et m'ont emporté avec eux en forêt. J'avais 13 ans et j'étais la femme de 3 d'entre eux. 2 sportifs m'ont agressé la nuit alors que je me rendais à l'église. Après m'avoir violée à 2, l'un d'eux a introduit une bouteille de Fanta dans mon vagin. Na RDC mawa. Horreur en République démocratique du Congo. La femme, la jeune fille, la petite fille et la mère congolaise vivent un enfer jusqu'ici jamais vécu. Si les violences sexuelles furent utilisées par les soldats ennemis sur les populations féminines de ce pays pendant la guerre, les Congolais en uniforme, policiers et militaires, ont bien retenu la leçon et l'ont eux aussi bien appliquée, mais sur leurs propres sœurs congolaises. La déchirure et la dégradation de la structure de l'État, l'impunité des hommes en armes, auteurs des viols et violences sexuelles, ainsi que les violations massives des droits de l'homme ont installé le drame. Aujourd'hui, le phénomène troublant du viol et des violences sexuelles a gagné les civils dans les grandes villes comme dans les campagnes. Et partout dans ce grand pays, les victimes, femmes, mères, filles et petites filles sont traumatisées, souvent rejetées. C'est tellement catastrophique que, humainement parlant, on ne peut plus expliquer ça. J'ai vu des femmes qui marchent avec leurs utérus entre les mains.
à cause des violences sexuelles. Au commencement, la guerre. D'abord, les luttes armées interethniques de 1993 au Rwanda voisin. Conséquence, un afflux massif de réfugiés rwandais en RDC. En 24 heures seulement, plusieurs milliers de personnes se sont déversées ici à Goma, capitale du Nord Kivu, pendant qu'Otan gagnait Bukavu, capitale du Sud Kivu. À ces déplacés, se sont mêlées les troupes des ex-forces armées rwandaises et des Interahamwe, milices Hutu du défunt président rwandais Habyarimana. Quelques années plus tard, les guerres de 1996 et 1998 ont entraîné la présence de plusieurs troupes étrangères, la création de milices de tous bords. Pendant qu'au nord Katanga, les Pygmées se sont révoltés contre les Bantous, diverses milices se développaient sur le territoire congolais. APR, MLC, FDD, ANC, FAC, RCD, Maï-Maï, Pygmée, Interahamwe, ainsi que des mercenaires et bandits de toutes sortes, alliés aux évadés de prison, aux déserteurs des différentes armées. Cette situation chaotique a endeuillé les populations, accentué la misère en RDC, tout en semant le trouble et le traumatisme chez les enfants, filles et garçons, les femmes et les personnes du troisième âge. Mais le summum du phénomène des violences sexuelles en RDC, c'est l'horreur qui accompagne souvent ces actes. Si on vous trouve, même comme je suis ici, on commence à te couper petit à petit jusqu'à ce que ça va se terminer. Et puis on mange les gens sans même griller, sans même préparer. On mange sec comme ça, comme je suis. Si on te coupe la mamelle ici, on mange ça. Si on te coupe les sexes des femmes, on mange. Dans ce pays, en moyenne, 1200 Congolais meurent chaque jour. Ils ne meurent pas, malheureusement, devant les caméras de télévision, comme cela se passe ailleurs, mais ils meurent loin de tout, dans les bois. Cela signifie qu'ici, en RDC, nous avons l'équivalent d'un tsunami asiatique tous les 6 mois. 4 millions de personnes ont péri au cours des 6 dernières années, et d'autres continuent à périr malheureusement à travers le pays tout entier. Pas seulement dans l'Est où il y a le conflit, mais aussi dans l'Ouest. Face à une situation si catastrophique, certaines ONG ont travaillé dans la discrétion et dans la peur pour lutter contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Avec les moyens du bord, elles ont encadré les victimes en leur fournissant des aides pour les besoins les plus urgents. Aide médicale, psychosociale, aide en nourriture et en habillement. Mais en 2003, dans une coalition sans précédent, les agences des Nations Unies, les ONG, la société civile et le gouvernement congolais ont mis en place un programme multisectoriel interagences de prévention et de réponse aux violences sexuelles en RDC. Ce programme, intitulé Initiative conjointe, sous le leadership de UNFPA, est le résultat de l'action concertée de différentes agences des Nations Unies, du gouvernement et des ONG, dans le but d'assister et de guider les efforts du gouvernement et des organisations non gouvernementales sur le terrain. L'initiative conjointe est un système holistique d'encadrement et d'assistance aux victimes des violences sexuelles en RDC. Une victime qui entre dans le système doit, à partir du point d'entrée, bénéficier de tous les services. Si elle est rentrée par un centre de santé, après les soins médicaux, il faudrait qu'elle ait une prise en charge psychosociale et qu'elle ait une assistance judiciaire si elle décide de porter plainte, et elle est encouragée à cela. Et qu'elle puisse également, si c'est une victime qui a été spoliée de ses biens ou qui, à cause de la stigmatisation, a dû quitter sa zone de résidence habituelle, ce qui la vulnérabilise, il y a la réinsertion. Mais cet objectif n'est pas facile à atteindre.
Car sur le terrain, les partenaires locaux de UNFPA et des autres agences qui constituent l'initiative conjointe, bien que très motivés, n'ont pas toujours les moyens. J'ai reçu un appel pour dire qu'il y a un de nos cas qui est en train de mourir, que je parte vite la prendre pour l'hôpital. Bon, nous avons bien sûr des problèmes, on n'a pas un véhicule à notre disposition. Donc le centre n'a pas de véhicule. C'est ainsi que j'ai demandé à mes collaborateurs d'aller vite prendre un taxi sur la route, aller prendre cette maman, cette victime-là, et l'amener à l'hôpital, voir si on peut encore sauver sa vie. L'initiative conjointe ayant une vocation nationale et la République démocratique du Congo étant très vaste, l'un des plus grands problèmes de l'initiative est le déplacement. Ici, le déplacement coûte cher, car il ne peut souvent se faire que par avion. Les services sont mis à disposition par l'initiative, les médicaments aussi, mais atteindre les populations est un calvaire. Dans le but de régler en partie ce problème de moyens auquel sont confrontés les partenaires locaux de UNFPA et des autres agences, l'initiative conjointe a développé la synergie provinciale qui est un mécanisme de coordination des interventions sur le terrain pour que toutes les structures puissent travailler ensemble et assurer à chaque victime tous les services dont elle a besoin. Parmi ces services, d'abord la prise en charge médicale. Le viol a des conséquences multiples, parmi lesquelles les blessures physiques, les grossesses non désirées, le traumatisme psychologique et l'infection par le VIH-Sida. Quand on m'avait violée, j'avais eu la grossesse. Après seulement la naissance, après quelques mois, l'enfant était décédé. Après le décès de l'enfant, moi-même, j'ai commencé la maladie. Après là-bas, quand j'avais attrapé un peu de moyens, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que moi j'ai le sida. Le manque de personnel et d'équipement médical de base complique toujours la tâche de prise en charge médicale des victimes qui très souvent habitent dans des endroits reculés et difficiles d'accès. Une des tâches primordiales de l'initiative conjointe est la mise à disposition des structures de santé, d'équipements, de médicaments, ainsi que la formation du personnel. La plupart des structures de santé existantes en RDC sont soit sous-équipées, soit détruites pendant les conflits. Ici, à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, l'hôpital Panzi est littéralement pris d'assaut par une moyenne de 10 victimes par jour. Il y a une particularité, c'est que nous avons constaté qu'il y a des fistules qui sont particulières, en fait, sont des fistules traumatiques. À 90%, on arrive à un résultat satisfaisant pour le malade, c'est-à-dire que le malade est continent et puis elle ne perd plus les urines. Si à Bukavu, le docteur Mukengere représente l'espoir pour les milliers de victimes de violences sexuelles qui fréquentent chaque année l'hôpital Panzi, son homologue du Maniema, le professeur Okenge Jean-Pascal Manga, qui reçoit certains des cas les plus difficiles et les plus critiques de la ville de Kindu et de ses environs, dans sa modeste clinique La Maternité sans risque de Kindu, fait face à des difficultés d'équipement et de personnel formé. Nous sommes en train d'opérer les fistules sur une table ordinaire, ce qui n'est pas bon et les résultats auraient été meilleurs si on avait le nécessaire pour une intervention convenable. Ici, entre mars 2003 et août 2005, 24 520 cas de viol commis sur des personnes dont l'âge varie entre 4 et 74 ans ont été enregistrés. Dans ce chiffre, 6 000 cas de fistules. Si dans certaines parties du continent africain, l'on est plus familier à la fistule obstétricale, due assez souvent à des traditions culturelles telles que le mariage précoce, ici,
En RDC, en plus de la fistule obstétricale, nous avons aussi la fistule traumatique. En effet, partout dans ce pays, l'horreur du viol est à son paroxysme. Le viol est presque toujours accompagné d'actes violents et barbares commis sur les parties génitales de la femme par son ou ses agresseurs. L'empalement après le viol cause plus de lésions que le viol lui-même. Mon Dieu, je voudrais t'implorer. En effet, les auteurs de viol introduisent souvent après leur acte des clous, des morceaux de bois sec ou des objets tranchants détruisant l'intérieur de l'appareil génital et causant ainsi à la victime une fistule traumatique qui nécessite une intervention chirurgicale de réparation immédiate. Très souvent, l'auteur du viol en armes introduit son fusil dans le vagin de la victime et tire. Pour le professeur Manga, le plus dur, c'est la réparation d'une fistule chez la fillette de 4 ans ou moins. Notre plus grand souci à l'UNICEF est le fait que les victimes de viol en RDC sont de plus en plus jeunes. Il y a en plus l'idée découlant d'une réalité culturelle locale qui veut que si vous avez des relations sexuelles avec une petite fille, vous guérissez du sida et vous pouvez aussi vivre riche et heureux. Voilà la cause principale du viol des petites filles. Le viol avec violence, qui a souvent été le fait des militaires et des hommes en armes, est en train de devenir une culture en RDC. Il est aussi commis par le personnel médical dans les hôpitaux, par les enseignants dans les écoles ou même par les voisins. Les grandes villes ont aussi leur lot d'horreur. Ces blessures physiques sont causées par le moyen de balles, de barres de fer, de clous de construction, les bois secs et surtout les bois verts qui se sont révélés les plus meurtriers. Brûlée grièvement, cette jeune femme de 20 ans, sous le poids de la douleur, en paraît 2 fois plus. Nouvelle mariée, elle dormait tranquillement dans le lit conjugal avec son mari lorsque des soldats ont fait irruption dans sa chambre. Ils ont égorgé son mari sous ses yeux. Après l'avoir violée à plusieurs, ils ont versé de l'essence partout dans la chambre avant de mettre le feu. Ici à Kindu, cette victime, une fillette de moins de 6 ans, violée avec violence par des hommes en armes, présente, comme en témoigne cette image, une totalisation recto-vaginale et une section totale du sphincter anal. La réparation a été effectuée ici, à la maternité sans risque, par le professeur Manga. En plus des blessures physiques, les victimes de violences sexuelles vivent un traumatisme psychosocial caractérisé par le rejet par la famille de la victime et son enfant issu du viol, le divorce, la peur et la dépression mentale. Je suis toujours traumatisée. Je ne veux même pas qu'un homme puisse me toucher, parce que ce qu'ils m'ont fait là-bas, je n'ai plus même besoin des hommes. Ces femmes et filles trouvent maintenant une prise en charge psychologique et une assistance pour leur réintégration économique auprès de l'initiative conjointe comme ici à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où ces femmes, victimes de viols et de violences sexuelles, ont été regroupées par l'initiative dans une coopérative agricole encadrée par l'ONG Assad en collaboration avec la FAO, le PAM et UNFPA, ou encore ici, toujours à Mbandaka, dans le salage du poisson. À Kisangani, Caritas, active au sein de l'initiative, appuie la réintégration économique de plusieurs dizaines de femmes victimes de viols. Partout, elles retrouvent la confiance en elles-mêmes et leur place dans la société active.
L'un des plus grands défis de l'initiative, c'est la réconciliation familiale. En effet, les tabous et réalités socioculturelles en RDC dictent aux maris dont la femme est victime de viol une seule et rigide attitude. Répudier la femme comme si elle l'avait cherchée, comme si elle a voulu être violée. J'étais très fâché et je suis allé ailleurs avec les enfants. Même si le bisou du mari, revenu à de meilleurs sentiments par l'entremise des efforts de l'initiative, ne semble pas très apprécié par la femme, nous pouvons toujours dire « c'est déjà ça ». En effet, des succès ont été enregistrés dans le domaine de la réconciliation. Nous sommes à Alongoli, sur la rive droite du fleuve Congo, pas loin de Kindu, dans le Maniema. Cette dame, encadrée par l'ONG ACEFA et qui a réussi son intégration économique dans la vente de friperies, apprécie le support de son mari à la suite de son viol. Pour une réussite sans faille de la réconciliation, les auteurs de viols et de violences sexuelles devront être dénoncés, jugés et punis. Il faudrait arriver à briser le lourd silence qui pèse sur les violences sexuelles en RDC. Pour que les blessures se cicatrisent, il faut que les actes de violence sexuelle et les violences basées sur le genre ne restent pas impunis. Il ne suffit pas de s'arrêter seulement à une simple sensibilisation. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire travailler sur le plan judiciaire. Parce que tant qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité, on va continuer à vivre ces actes-là. Sur le plan judiciaire, c'est là qu'on a le plus gros problème, comme je parle de l'impunité qui règne, et du fait aussi que le système judiciaire est en débandade, c'est le cas de le dire. Les juges, on n'a pas beaucoup de juges, ils ne sont pas payés, tout cela mis ensemble, ce qui fait que l'aspect judiciaire est un peu à la traîne. Pour la victime, nous recherchons d'abord le droit. Le droit pour cette victime d'être indemnisée, c'est-à-dire de pouvoir voir l'auteur du viol traduit devant une juridiction. Une juridiction où on va faire la lumière autour de ce qui s'est passé, une juridiction qui va établir les faits, reconnaître la culpabilité du violeur et veiller à la réparation vis-à-vis de la victime. Il y a des avocats, mais il n'y a pas de juge. Je pars moi-même, les avocats s'en vont, bon, on ne reçoit pas de résultats, ça reste comme ça. Le problème de fond, c'est que certains magistrats, ici à Kinshasa, qui sont mutés à l'intérieur du pays, notamment dans le cas Mbandaka, ne sont pas partis. Ils sont restés ici et il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et trouve des moyens pour les faire partir. Parce que il faudrait que la justice fonctionne. En collaboration avec les ministères congolais de la Défense et de l'Intérieur, l'initiative conjointe a organisé plusieurs séminaires de formation au bénéfice des policiers et des militaires. Ces ateliers ont beaucoup servi à renforcer le rôle de la police et de l'armée dans la protection des civils. Pour nous les militaires, c'est le ministre de la Défense qui a emboîté le pas au chef de l'État en signant un certain nombre d'arrêtés ministériels pour organiser et structurer cette lutte au sein de l'armée, ce qui a donc permis à notre état-major d'organiser une série d'activités, une série de structures pour lutter contre ces deux fléaux. Je citais donc le sida et les violences sexuelles. Ici passe la fameuse ligne de l'équateur. Mais ce symbole universel de la géographie mondiale a été aussi le témoin de l'horreur dans la nuit du 3 au 4 juillet 2005. En effet, ce soir-là, les populations de cette bourgade, Bogonjo Wangata, située sur la ligne où passe l'équateur, ainsi que les populations de Mbandaka 2 et de la léproserie d'Ionda, ont été victimes d'une descente punitive d'hommes en uniforme. Les femmes, les filles et les petites filles de Bogonjo
ont été violés et de l'autre côté de la ligne de l'équateur, les 4 prêtres de la léproserie ont été enlevés et portés disparus. Les religieuses et les filles de l'internat ont été violées sans scrupule par ces hommes en armes, présumés Maï-Maï. Ils m'ont prise avec les autres enfants qui étaient là. Ma fille qui criait venait de recevoir une balle et elle est morte sur le coup. Moi, j'ai été violée avec toutes mes filles. Les soldats qui ont commis ces actes se sont sans doute inspirés de leurs homologues de Songomoyo. En effet, une nuit de décembre 2003, un bataillon de soldats, tous membres des forces armées de la RDC, FARDC, mécontents contre un de leurs supérieurs qui refusait de leur payer leur salaire, ont pris la décision de procéder à un viol collectif du village de Songomboyo, situé à 600 km de Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur. Personne n'a échappé à cette exécution massive. De la petite fille de 3 ans à la vieille femme de 75 ans. Elles ont toutes vécu un cauchemar infernal dans leur cœur et dans leur corps cette nuit-là. Les jeunes auditeurs militaires chargés de mener l'instruction du cas de viol massif de Songomboyo sont déterminés et inébranlables pour aller jusqu'au bout et condamner les coupables. Et ce, malgré les menaces de mort et les très mauvaises conditions de travail. Vous, au centre, présentez, armée, immobile. À l'emprisonnement à perpétuité, à la dégradation, au paiement de 20 000 francs congolais de frais d'amende. La justice militaire de la République démocratique a dit et appliqué la loi. Ainsi, 7 des militaires des FARDC, reconnus coupables et auteurs de viols à Songomoyo, ont été condamnés à perpétuité. Avancée de taille qui voit les efforts de l'initiative conjointe reconnue et récompensée, car c'est la première fois que la RDC juge et condamne ces militaires pour crimes contre l'humanité dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Aujourd'hui, l'initiative conjointe vient de remporter une grande victoire. En quelques années, malgré l'ampleur du phénomène des violences sexuelles en RDC, l'initiative conjointe a réussi à déclencher une prise de conscience des leaders politiques et militaires de la RDC sur le sérieux de la question des violences sexuelles en RDC. Elle a pu obtenir l'engagement des autorités au plus haut niveau. L'impunité face à ces violences n'est plus acceptable et le peuple congolais ne peut plus tolérer davantage que les criminels ne soient point punis. Je saisis cette opportunité pour vous dire la détermination du gouvernement de mettre fin à ces actes et vous annonce par la même occasion notre politique de la tolérance zéro en la matière. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que justice soit faite et que l'impunité cesse. D'autre part, les partenaires au développement ont montré un intérêt croissant pour les solutions aux violences sexuelles en RDC en finançant les actions de l'initiative conjointe, des ONG, ainsi que les actions des agences actives dans le cadre du programme conjoint. Ainsi, la Belgique finance les activités de l'initiative dans 3 provinces. C'est un fléau que nous voulons combattre avec la communauté internationale. Et je me félicite que la Belgique s'étant motivée pour cet engagement ait pu trouver en même temps les synergies
avec les agences spécialisées, 3 agences spécialisées des Nations Unies. Nous sommes en train de continuer d'essayer d'avoir d'autres bailleurs de fonds pour intervenir dans le domaine. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on vient d'avoir aussi l'apport du Canada qui va donner à peu près 15 millions de dollars canadiens pour qu'on puisse travailler dans les provinces de 2 Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu. En plus de la Belgique, le Canada, la Finlande, la Suède, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne, pour ne citer que ses partenaires, contribuent aussi de manière substantielle aux efforts de l'initiative conjointe. D'autre part, des fonds sont aussi mis à la disposition de l'initiative dans le cadre du plan d'action 2006. Le secrétaire général des Nations Unies et son épouse apportent aussi leur contribution à l'effort commun. En marge d'une visite du secrétaire général en RDC, Madame Annan s'est rendue sur 2 sites de l'initiative conjointe. Sa rencontre avec quelques victimes des violences sexuelles fut pleine d'émotions. Quelque temps après, son mari décida d'allouer à l'initiative conjointe les 30 000 € qui accompagnent le prix qu'il a reçu en Espagne. Malgré les horreurs des viols passés et présents, l'espoir est aujourd'hui permis, car la Constitution a inscrit la question des violences sexuelles dans ses articles 14 et 15 et la loi sur la répression des violences sexuelles est en voie d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Dès qu'il y a une loi, cela veut dire qu'il y a aussi des sanctions. Il y a des conséquences. Donc nous pensons que cette loi va aider à freiner, à gérer, à bloquer, à maîtriser toutes les personnes qui pensent que les violences sexuelles peuvent les amener à gagner la guerre, c'est-à-dire à conquérir le pouvoir. Sur le plan médical, des centres de santé et des maternités ont été réhabilités et équipés. Les réinsertions économiques, familiales ou sociales réussies ou en cours permettent de penser à des lendemains qui chantent, à des réconciliations durables et à une paix appelée de tout cœur par tous les Congolais. Namakasi ata mwana yasanza misato na bukavu